Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse pour ce nouvel épisode du CQFR. Shai, j'ai cru comprendre que c'était un peu difficile de trouver de l'actualité à commenter ces derniers jours. Effectivement, et c'est presque le calme. En fait, le calme en NBA, c'est septembre. C'est le moment où tout le monde bosse un peu dans son coin avant la rentrée. On a quand même quelques petits sujets à aborder, notamment Mhm. parce qu'il y a eu une prolongation de contrat assez importante, celle de Jamal Murray avec les Nuggets pour un montant quand même de 208 millions de dollars sur 4 ans, extension donc Jamal Murray qui se retrouve maintenant signé jusqu'en 2029. C'est ça, en 2029 avec un montant total de 244 millions de dollars. Alors c'est intéressant parce que Jamal Murray c'est un joueur qui, alors il fait l'unanimité sur son côté tueur en playoff. On l'a vu gagner un titre NBA avec Denver, il a quand même eu un rôle important. Mais c'est un joueur qui a aussi été gêné par les blessures et c'est un joueur qui dernièrement a un peu divisé sur son statut, sur le fait que est-ce que dans une autre équipe sans Nikola Jokic, est-ce qu'il aurait le même impact. Ça a été des discussions qu'il y a eu. Denver visiblement a quand même choisi son camp et a choisi de décider que Jamal Murray était une star, était un joueur dont les Nuggets peuvent pas se passer et qui est indissociable des succès qu'il y a eu, du succès déjà qu'il y a eu le titre de champion et ils ont confiance en lui pour la suite, sinon ils ne se seraient pas engagés comme ça. Et c'est une décision qui est assez logique parce que le tandem avec Jokic, on en a beaucoup parlé, a très bien fonctionné. Je crois même que quand c'était dans un CQFR du week-end avec Théo, quand vous parliez des tandems un peu, des duos que vous Il était metteriez sur le examen. terrain, et il était quand même assez haut placé, hein, le Jokic-Murray. Ils se comprennent très très bien et là, le seul petit bémol qu'il peut y avoir, ce serait sur les blessures et les petites blessures qu'il y a eu et sur son niveau récent parce que sur les derniers playoffs, il a presque sauvé ses playoffs avec des paniers ultra décisif, ça on peut pas lui enlever, mais sur l'efficacité globale et au-delà de ça sur les Jeux Olympiques, je sais que les fans canadiens ont pas trop kiffé ces Jeux Olympiques, il est pas sur une ultra bonne dynamique, mais à Denver il a la pleine confiance de tout le monde. Je pense que la prolongation, c'est s'éviter de la tension plus ou moins Mm. inutile. Voilà, il est payé comme une star parce que c'est une star au sein des Nuggets. C'est le deuxième joueur le plus important de Denver. Et du coup, tu le sécurises dès maintenant. Tu t'évites bah voilà, les petits doutes, le moment où bah, si ça se passe pas bien, est-ce qu'on commence à réfléchir ou est-ce que lui il se remet en question. Ah, est-ce que les Nuggets ils vont me garder. Enfin bref, tu sais pas exactement ce Mhm. qui peut se passer dans les crânes des dirigeants ou des joueurs. Et là, voilà, au moins il y a une espèce de sécurité, il y a de la continuité. Je pense qu'eux-mêmes savent que ça serait compliqué de toute façon de changer, tu vois, soudainement de deuxième star, de lieutenant pour Nikola Jokic. Comment tu trouves un autre mec à la place de Murray? Tu peux pas échanger Murray contre un mec plus fort directement. Je pense que ça marcherait pas via un trade. Puis ça a pas d'intérêt. Ils ont leur alchimie, ils ont cette, comme tu l'as dit, bah, leur jeu à deux, etc. C'est normal. Tu gardes tes cadres. Et je pense que cette prolongation, bah voilà, ils ont mis le prix, mais de toute façon, le cap va augmenter Mhm. et ça, la part de son salaire restera à peu près équivalente au final à celle qu'elle est aujourd'hui. Pour moi, il y a rien de plus logique en fait derrière cette prolongation. C'était attendu en plus parce que au-delà de ce qu'a toujours dit Jokic sur Murray, on sait qu'il voilà, il y a une bonne relation entre les deux. C'est pas forcément lui qui va emmener en Serbie pour l'été pour aller regarder les courses de chevaux et tout, hein, mais ils ont quand même une bonne relation, ne serait-ce que de coéquipier. Et le propriétaire de la franchise, Josh Kroenke, enfin le président des Nuggets, avait récemment clairement indiqué qu'il était conscient des difficultés qu'avait eu Murray la saison dernière et même au-delà lors des JO. Et il avait dit, j'ai retrouvé la déclat, il a dit quand vous affrontez les meilleurs du monde, que ce soit lors des playoffs ou au JO, vous faites face au top niveau et si vous n'êtes pas à 100% mais que vous donnez tout pour rester sur le terrain, vous essayez de vous battre comme Jamal l'a fait, mais je sais qu'il n'était pas à 100%. Il faut simplement lui permettre de retrouver sa meilleure forme afin de revoir le Jamal qui claquait des triples doubles en finale NBA. Voilà, donc ils ont confiance en lui. La question centrale, ça va être sur sa santé parce que avant le titre, il y avait cette grosse blessure qui a retardé l'avènement des Nuggets. Beaucoup pensaient qu'ils auraient pu être champions même avant ce titre-là et que sans la blessure de Murray, peut-être que ça se serait produit. Et c'est quelqu'un qui a des petits pépins physiques et qui a joué diminué la saison dernière. Donc ça va être une mission pour eux aussi de soit d'alléger les tâches pour lui, c'est-à-dire en faisant en sorte que d'autres joueurs produisent aussi beaucoup, ou alors en l'économisant au cours de la saison pour qu'il arrive en playoff en pleine forme, parce que c'est important quand même. Jokic fera ses matchs, il est absolument incroyable, il est dans son prime et tout ce que tu veux, mais
Murray a quand même un rôle important au-delà du simple fait de tuer les Lakers sur des paniers, sur des paniers décisifs. Il faut qu'il soit en état de pouvoir enchaîner les matchs et pas juste d'être là ponctuellement, quoi. Mais justement, les blessures, c'est aussi, il y a une part de cérébral qui est importante. Beaucoup feront le lien entre le moment, alors c'est pas évidemment pas automatique, mais le moment entre le moment où ils ont eu une grosse blessure et paradoxalement dans leur vie ça se passait pas très bien. Encore une fois, c'est pas automatique. Des fois, Mhm. tout peut aller bien et il y a de la malchance ou il y a des contacts. Enfin bref, mais ce rapprochement existe. Et si ton deuxième meilleur joueur il est sous contrat et qu'il a aucune question à se poser sur son avenir au sein de l'équipe, tu écartes déjà cette donnée-là. Et lui, il est dans les meilleures dispositions pour se préparer et ensuite justement essayer de rester en bonne santé. Après, ça sera à voir. Effectivement, une saison c'est tellement long, il y a de la charge. Même économiser, oui, mais bon, de toute façon, en fait, que tu économises ou non, ton joueur il va jouer 30 minutes, donc Mhm. il va de toute façon y avoir un risque de blessure. Et oui, de toute façon, la clé, comme tu l'as dit, pour les Nuggets, c'est qu'ils soient à 100%. De toute façon, c'est la règle pour tout le monde. Sauf les Celtics l'an dernier, d'ailleurs, dont on oublie un petit peu qu'ils ont gagné sans être à 100%. C'est quand même Mhm. très fort, très 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 peu d'équipes. Ouais, Ça Porzingis montre s'était pour moi blessé. à Ouais. quel point ils avaient une marge, Boston, la saison dernière, sur le reste de la compétition. Normalement, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui est à 100%. Ça se vérifie chaque année. Une équipe il y a toujours des blessés, il y en a dans tous les coins. Parfois, il y a des petites blessures dont on ne mentionne même pas. Tu vois, on ne sait même pas qu'un tel ou un Ouais. tel n'est pas à 100%. Mais chaque année, il faut cette espèce de chance, ou en tout cas cette capacité à rester en bonne santé jusqu'au bout. Et c'est quelque chose de très difficile. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de gagner en NBA. C'est clair. En tout cas, c'est une news un peu positive parce qu'avec Théo l'autre jour, on parlait du fait qu'il y avait des rumeurs sur des tensions entre la direction, enfin le front office et Michael Malone. Au moins, ça fait une news qui Oui, rassure c'est un vrai. peu. Ça peut paraître anecdotique, mais alors qu'il reste quand même pas mal de temps avant le début de la saison et même le camp d'entraînement, au moins ça calme peut-être un peu le jeu. On sait qu'il y a une nouvelle positive avec un des cadres qui reste quoi qu'il arrive. Et ça permet de mettre ça de côté parce que c'était assez curieux, hein, vu que c'est Zach Lowe qui l'avait dit, je le répète, c'est quand même quelque chose de. C'est pas quelqu'un qui veut nuire à la franchise, c'est quelqu'un qui a vraiment eu des informations. Il y a certainement. On n'a pas réussi à déterminer à quel niveau étaient les tensions. Est-ce que c'était sur. Bah, J'imagine que c'est contractuel. ouais, ouais, mais lui, il me semble qu'il est déjà sous contrat pour pas mal d'années, hein. Ouais, mais peut-être pour ses assistants, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est quelque chose de positif que Murray soit sous contrat aussi. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres situations un peu chaudes qui s'annoncent, à part celle avec Malone, mais je pense que les victoires devraient un peu calmer tout ça dans les prochains mois. Si le début de saison se passe bien pour les Nuggets, ce qu'on envisage tous les deux, tous les trois, a priori, ça devrait. Denver va être quand même compétitif cette année, à mon avis. Yes. Et une autre équipe qui risque d'être compétitive, c'est Milwaukee. Mais là aussi, il y a quand même des interrogations, sans doute même plus qu'à Denver. Euh, L'an dernier, élimination au premier tour des playoffs, Mm. justement, Giannis Antetokounmpo était blessé, on parlait de blessure et de rester en bonne santé. Giannis Antetokounmpo, Charles Barkley, il a un avis un petit peu sur son style de jeu, il n'aime pas finalement le style de jeu de Giannis Antetokounmpo, et pour lui, Giannis devrait devenir un joueur de basket. Un meilleur joueur de basket en tout cas, mais parce que bon, c'est Charles Barkley, il a des avis très tranchés. Son avis peut ressembler un peu à ce qu'avait dit James Harden à l'époque. Tu te rappelles, en gros, c'est facile, il y a juste à dribbler, enfin à courir et sauter. C'est en gros, c'est pas ça le basket. Bon, il s'est avéré qu'Yanis avait gagné un titre derrière quand même. Ce qu'a dit Charles Barkley lors de son passage chez The Ringer avec Bill Simmons, il dit Yanis doit devenir un meilleur joueur de basket. Remonter le terrain à 1 contre 5, ça ne marchera pas. Sous-entendu cette saison, ça ne marchera pas ou plus. C'est un joueur incroyable et un super garçon, mais il doit s'améliorer. Je ne suis pas de ceux qui croient en Milwaukee. Bon, alors les fans des Bucks, on peut les rassurer, Charles Barkley ne croyait pas dans les Warriors de Steph Curry et Klay Thompson à l'époque, donc c'est pas forcément un gage de. Il faut pas prendre ça pour la certitude que les Bucks ne seront pas champions, mais c'est marrant parce que ça reflète un peu l'avis que certains continuent d'avoir sur Yanis, sur le côté un peu presque c'est un bourrin et il fait rien d'autre. Or, il travaille quand même énormément chaque été pour développer d'autres aspects de son jeu, notamment sur la technique. Et Charles Barkley dit ça alors qu'il y a quelques semaines déjà, au sortir des JO, Yanis a commencé à travailler avec Drew Hanlen, et c'est pas sur le physique, parce que Yanis n'a pas besoin de travailler le physique, hein. Il suffit de voir comment il est, comment il est taillé. Il travaille la technique, il travaille le shoot, il travaille le maniement du ballon, il continue de faire ça à chaque été, et il faut se souvenir d'où il part en fait. Il part pas de très très haut.
Jason Kidd l'avait forcé un peu à jouer meneur de jeu sur ses premières années, donc il avait déjà développé ça. Et il continue de travailler là-dessus. C'est un des atouts, une des qualités d'Yanis, c'est qu'il se contente pas de son physique, justement, je trouve. Donc, bon, la déclaration est un peu... Enfin, je sais pas, est-ce que toi, tu considères qu'Yanis doit devenir un meilleur joueur de basket pour que les Bucks soient champions? Bah non, la preuve, ils ont déjà été champions avec un Yanis qui était sans doute moins fort que ce qu'il ne l'est aujourd'hui, donc déjà ça n'aurait aucun sens. Euh, je suis un défenseur d'Yanis, Mhm. je vais essayer de rester très objectif, mais en fait c'est un cliché. C'est un cliché qui est véhiculé sur Twitter notamment, Ouais. et Charles Barkley, il, il reste dans ce cliché. L'idée de penser qu'Yanis c'était un tout droit, comme tu l'as dit, ça fait plusieurs années qu'on entend ça, bah notamment l'année où les Bucks finissent par être champions. Il y a Mhm. eu énormément de ouais, de critiques envers Yanis qui aurait été juste grand, comme tu l'as dit, reprendre les mots de James Harden. C'est faux. En fait, déjà, c'est faux. Après, est-ce qu'il doit devenir un meilleur joueur de basket pour que les Bucks soient champions? Non. Est-ce qu'il peut devenir un meilleur joueur de basket? Bah, bien sûr. De toute façon, tu peux toujours être un meilleur joueur de basket, ou un meilleur joueur techniquement, ça sera toujours bon à prendre. Mais j'ai envie de dire qu'Yanis, il est déjà très fort techniquement. C'est un des meilleurs footwork de toute la ligue. Tous les sports, ça se joue avec les jambes. Qu'on le veuille ou non, le basket, ça a beau être un sport d'adresse, ça se joue avec les jambes. Et si tu maîtrises tes appuis, Jalen Brunson, ce qui le rend fort, c'est pas son shoot, c'est pas son dribble, c'est pas sa combativité, c'est d'abord son footwork. Kawhi Leonard, ce qui a fait qu'à un moment il était impérial, c'était son footwork. Kobe Bryant, Michael Jordan, leur footwork a toujours été peut-être un des éléments principaux de leur jeu. Yanis, il a un excellent footwork, il a du toucher, il a une certaine vision du jeu pour un joueur de sa taille. Je dis pas que c'est Magic Johnson, hein, mais il a quand même une qualité de passe qui est pas dégueulasse pour un mec qui a une telle Mhm. domination physique. Il n'y a jamais eu à se poser la question, ah mince, il faudrait que... Voilà, ce que Joel Embiid a un peu à un moment, comment lâcher la balle, quand la Mhm. lâcher. Alors oui, il peut progresser aussi là-dessus Yanis, mais il est déjà plutôt bon. Pendant longtemps, il a eu son tir, par exemple. Ok, il n'a pas passé le cap à 3 points, je pense qu'il ne le passera jamais. Mais, et il est, s'il y a un truc sur lequel il doit bosser pour moi, c'est les lancers francs. Mais Yanis, pendant un moment, il était bien plus adroit à mi-distance que plein de grands considérés comme des 4 bons shooters, notamment Anthony Davis. Il était plus adroit à mi-distance en tête de raquette Mhm. que tous ces mecs-là, et c'est un tir important. Cette zone-là est importante quand tu es quelqu'un qui joue des pick and roll balle en main, sachant que de toute façon, il en joue de moins en moins. C'est comme si on se disait, bah tiens, chaque des années 2000, il devrait... Alors, évidemment, la domination physique est peut-être pas aussi marquante, mais tiens, chaque des années 2000, il n'est pas assez bon techniquement, sachant qu'il était fort en plus techniquement. Mais en fait, Yanis, il domine de tant de manières. Si les Bucks ne sont pas champions, honnêtement, ça sera vraiment pas Yanis le problème, quoi. Je pense... Non, pardon, et juste, vas-y, je vas-y. termine. Sachant que physiquement, qui domine la ligue physiquement comme Yanis? Ah, personne. À part peut-être Wembanyama à un moment, personne domine physiquement comme Yanis. Donc de toute façon, même s'il est ne serait-ce que un joueur middle techniquement, il est tellement dominant physiquement. Enfin bref. Non, mais je suis d'accord. La priorité pour les Bucks, c'est déjà que tout le monde arrive à peu près en bonne santé au moment des playoffs. Je dis bien à peu près parce qu'on sait que personne n'arrive à 100%, hein, c'est un fantasme, mais déjà ne pas être blessé, que la saison soit plutôt bien passée, c'est-à-dire que Lillard ait bien réussi son adaptation, qu'il n'ait pas de soucis perso, que ça se passe bien avec Doc Rivers aussi. Enfin, là, la pression qu'il y a sur les Bucks et sur Yanis, c'est juste que là, il n'y a plus l'excuse de la nouveauté, du changement en cours de saison. Là, je veux dire, ils ont le temps de travailler avec Doc Rivers, ils ont le temps de s'appréhender avec Lillard. A priori, Lillard a moins de soucis dans sa vie perso, ou en tout cas, il a eu le temps de les gérer. Si Yanis n'est pas blessé, il va encore faire une saison de calibre MVP. Enfin, faut pas c'est sûr et certain. Je pense qu'il sera MVP, moi. C'est mon pick moi, pour le MVP, Très bien. Yanis. Petit pronostic déjà précoce d'Antoine. C'est une possibilité, hein, mais oui, surtout que maintenant, il n'y a plus le côté, la fatigue des votants. Ah ouais. Bon, et ça ferait un troisième MVP, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, il sera dans le top. Et si Milwaukee fait premier, deuxième ou troisième, il sera évidemment encore dans la considération. Mais pour moi, oui, Yanis n'a pas besoin de changer son jeu quand quand il est lui-même. Ça suffit pour que les Bucks soient extrêmement compétitifs. Il y a eu des accidents, il y a eu des changements importants dans la franchise. Peut-être enfin une saison aussi de Middleton sans blessure et un niveau correct, parce que quand il n'est pas à 100%, il a du mal à être lui-même. Il y a plein de choses qui font que les Bucks seront ou seront pas champions, mais c'est certainement pas, à mon avis, le développement
de quelque chose d'autre dans le jeu d'Yanis, je pense pas. C'est quelqu'un de très travailleur, on peut pas dire il travaille pas, tu vois. Alors les lancers francs, il va continuer de les travailler, mais c'est aussi beaucoup de psychologie et tous les joueurs qui sont passés par là le savent, il y a du travail, mais il y a aussi de la psychologie, tu vois. Donc voilà, je ne suis pas d'accord avec Charles Barkley, c'est pas très grave. Et je pense que les Bucks seront effectivement redoutables à l'Est cette saison, après, voilà, après tout ce qu'ils ont vécu les derniers mois et les dernières saisons. Ouais, je pense aussi que les Bucks seront dangereux. Pour revenir sur votre CQFR de samedi que j'invite tout le monde à écouter, là où le bas blesse, c'est quatrième, cinquième, sixième option. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que ton trio majeur, si Chris Middleton il est là, et j'y crois. Tu vois, même Yanis, tu vois, il s'est marié cet été. Tu vois, il y a un peu un côté, on va être moins attendu. Il y a une forme je pense qu'il y a une forme d'apaisement en fait. Mm. Il y a une espèce de forme d'apaisement, de maturité. Il était extrêmement fort individuellement l'an dernier. Je pense que Damien Lillard va faire une grosse saison. Je pense que tout ça, le trio des Bucks, je pense que ça va bien marcher. Et tout de suite, on va se rappeler à quel point Milwaukee était finalement plus proche que n'importe quelle équipe de l'Est de Boston. Alors, ils n'étaient pas proches. Je pense qu'il y avait une marge. Mais c'était celle qui était, je pense, la deuxième meilleure équipe à l'Est. Elle n'a pas pu le montrer. Par contre, voilà, le problème, c'est que derrière ce trio, l'effectif, il est tout de suite plus délicat. J'ai envie de regarder, tiens d'ailleurs je te propose qu'on regarde ensemble Mhm. l'effectif un peu des Bucks, parce Ouais. qu'il n'est pas non plus mauvais en fait cet effectif. Il n'est pas mauvais. Non, c'est juste qu'il y a des interrogations sur le niveau de certains joueurs. On en parlait Exactement. avec Théo, tu vois, Brook Lopez avait plus de prime jeunesse. C'est un joueur très important dans les succès des Bucks ces dernières années. Bon, il y a toujours Bobby Portis, les Pat Connaughton. C'est des joueurs qui sont confirmés, mais est-ce qu'ils seront encore au niveau? C'est ça la question, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces mecs-là, ils sont en contractière en fait. Mhm. Et on sait ce que ça veut dire en NBA, notamment pour les joueurs middle. C'est le moment où tu dois aller chercher ton contrat. Brook Lopez, il est en contractière. Donc, lui, pour le coup, il va peut-être pas chercher un multi-year contract, mais on ne Mhm. sait jamais. Mais voilà, il y a toujours ce truc, cette espèce de carotte derrière. Bobby Portis, il a une option à 13 millions, mais s'il fait une très grosse saison, il peut aller chercher plus. Pat Connaughton, il a une option à 9 millions. S'il fait une belle saison, il peut aller chercher plus, notamment si les Bucks font un bon parcours en playoff. Delon Wright, qui a été recruté, il est free agent à la fin de la saison. Mhm. Torian Prince, qui a été recruté, qui est plutôt un bon joueur, il est free agent à la fin de la saison. Gary Trent Jr., qui a déjà fait des cartons, il est free agent à la fin de la saison. Je l'avais oublié, Tout ça, c'est une bonne recrue, hein. Gary Trent, c'est vrai, on en avait parlé au moment de la signature, ça va vraiment apporter quelque chose, je pense. c'est des mecs qui peuvent. Doc Rivers, quoi qu'on en dise, sur le côté tactique, tout ce qu'on veut, sur le côté humain, il sait des fois motiver des mecs comme ça, les Gary Trent, Mhm. les Pat Connaughton. C'est des gars dont il peut tirer quelque chose. Je pense que les Bucks peuvent faire une très belle saison régulière. Après les playoffs, c'est quand tu joues Boston, c'est difficile quoi. Mais faut vraiment se méfier de cette équipe de Ouais, Milwaukee. déjà s'affirmer comme la force numéro 2 derrière, derrière Boston, ce sera déjà bien pour les Bucks, tu vois. Et qu'on arrive en playoff en se disant, ah, il y a un monde où on a vu comment ça a bien fonctionné en saison régulière, peut-être qu'ils peuvent les embêter. Alors que, bon, l'année dernière, avec tous les soucis qu'ils ont eu, il n'y avait aucun doute, quoi. Mais je pense qu'en plus, c'est l'équipe qui peut les embêter au Mhm. niveau de la construction, tu vois. Yanis, bah voilà, on peut revenir sur Yanis, mais Yanis, c'est quelqu'un que les Celtics ne peuvent pas cadenasser, en fait. Et ils peuvent pas cadenasser Joel Embiid non plus, pas vraiment, mais Joel Embiid, il va quand même. Il va pas avoir la même mobilité et un Kristaps Porzingis va pouvoir le gêner avec sa taille. Alors Mhm. Ford l'a déjà gêné à plusieurs reprises. Après, évidemment, il n'y a aucun joueur des Celtics qui va arrêter Joel Embiid. Mais là, avec Yanis, c'était sur un joueur encore différent. Il y a une domination physique, verticale, constante, en fait. Dès que tu vois, Barclay dit ouais, j'aime pas quand Yanis il joue du 1 contre 5. Mais en transition, ce qu'il fait en transition, il met la pression sur la défense. C'est spectaculaire. Tu vois, c'est quelque chose que Embiid ou même Jokic ne peuvent pas faire, tu vois, de cette manière-là. C'est un grand qui va prendre le rebond et qui va direct aller mettre ses points en contre-attaque et tu l'arrêtes pas en fait une fois qu'il est lancé. C'est un TGV. C'est comme le LeBron d'une époque, tu vois. Tu peux pas l'arrêter ou alors tu vas faire des fautes. Et sur ça, il va rapporter 10 points par soir à son équipe juste comme ça, tu vois. Minimum 10 points. J'ai dit 10, mais c'est peut-être même plus en comptant celle où il va lâcher une passe. Donc Milwaukee a une construction d'équipe. C'est une équipe moins forte que Boston. C'est une équipe qui a moins de vécu collectif, moins de talent que Boston, mais a une construction qui, moi, je pense, peut gêner les Celtics. Et c'est vraiment une équipe que j'enterrerai pas.
Je partage cet avis. Je pense que Milwaukee va être dangereux. Toujours des interrogations, évidemment. On va voir comment ça se passera au niveau du coaching et tout ça. Est-ce que Doc Rivers a encore les ressources pour faire une bonne saison? Mais avec l'effectif qu'il a et les stars qu'il a à sa disposition, il n'y a aucune raison pour que Milwaukee, enfin si Milwaukee n'est pas top 3, c'est une catastrophe, je trouve, avec l'effectif qu'il y a et le tandem qu'il y a de stars plus Middleton. Bon, de toute façon, on reviendra dessus, on fera un focus sur Milwaukee à un moment, c'est sûr et certain. Yes, c'est clair. Allez, on va terminer par la WNBA et Ouais. par la blessure d'Angel Reese. Angel Reese qui est out pour la saison. Alors, on pouvait penser que ça ressemblait à du tanking pour Chicago, mais finalement, peut-être que l'équipe, le Sky, va quand même aller en playoff. Ouais, Mais en tout cas, bon, c'est un peu triste. On ne reverra pas Angel Reese jusqu'à la saison prochaine. ouais, on a pas mal parlé du duel tout au long de la saison, du duel avec Caitlin Clark, duel sur le terrain, duel médiatique, parce que c'est les deux joueuses les plus médiatisées, tout simplement, parce que c'est des rookies d'un niveau incroyable avec des performances historiques. Angel Reese était arrivé avec un peu cette posture d'antagoniste dans la ligue pour un peu pour secouer tout ça, et ça a très très bien marché, même si voilà, elle a caressé des gens dans le mauvais sens du poil, mais elle est devenue incontournable médiatiquement et sportivement. Et donc oui, c'est assez dommage parce qu'elle fera pas les 6 derniers matchs de la saison. Enfin, il y en a déjà eu un qui s'est joué où Chicago a gagné. Et Chicago tient donc bon pour la 8e place pour l'instant. Et oui, elle a une fracture au niveau du poignet. Elle a choisi l'opération pour éviter des séquelles futures parce que évidemment elle prévoit d'avoir une grande et longue carrière en WNBA, ce qu'on comprend bien, mais donc elle a choisi de ne pas faire la fin de saison et donc elle abandonne plus ou moins la course au titre de rookie de l'année parce que en parallèle Caitlin Clark continue de faire des performances assez dingues. Et ouais, je voulais revenir sur sa saison à Angel Reese parce qu'au-delà de tout ce qu'elle a drainé médiatiquement, qui est incroyable, et parfois dans le sens négatif pour elle, parce qu'elle l'a dit aussi dans son podcast récemment, je dirais, elle reçoit des commentaires ultra racistes, des fans si on peut appeler ça des fans d'Iowa ou de l'Indiana, là où est passé Caitlin Clark, qui lui envoient des messages abjects, qui font des montages, des montages photos, vidéos, porno, qu'ils envoient à sa famille, enfin des trucs immondes. Elle a dû gérer tout ça, mais sportivement, elle a fait une saison exceptionnelle. Sa moyenne sur 34 matchs, donc 13,6 points, 13 rebonds de moyenne. Et comme pour tous les jeunes dont on parle à chaque fois, c'est son niveau plancher. Elle sera jamais logiquement moins forte que ça. Donc là-dessus, c'est assez fou. Elle a fait des records de rebonds, le total de rebonds sur une saison en WNBA, 446 pour une rookie et pour une joueuse tout court. C'est la recordwoman maintenant au niveau des rebonds sur une saison. Elle fait une série de 15 double-double de suite, ce que personne n'avait jamais fait. Elle a fait, c'est la première joueuse à avoir sorti 3 matchs de suite à 20 rebonds ou plus consécutivement. Et malgré ça, elle a une marge de progression infinie. Donc voilà, elle a marqué les esprits sur sa première saison et c'est déjà une énorme satisfaction parce que je rappelle qu'elle a été sélectionnée avec le 7e pick. C'est ce qui était une hérésie déjà à la base, mais voilà, on a vu l'avènement d'une jeune star et ça fait franchement plaisir. Tu m'arrêteras si je me trompe, parce Mhm. que je suis pas assez, mais justement, pour la marge de progression, pour revenir un peu sur la discussion avec Yanis, Angel Reese, elle a un impact physique énorme, Mhm. et là où elle a de la marge de progression, comme tu dis, c'est que j'ai l'impression que techniquement, il y a énormément de place. Ah oui, Je bien sûr. trouve, j'ai l'impression que techniquement, par moment, c'est justement un peu Oui, limité. c'est frustrant, bien sûr. Donc, je suis allé voir, là, elle a 39% de réussite au tir. Mhm. Donc, sur tout ça, en fait, on peut se dire effectivement qu'elle en fait, elle va forcément être meilleure, en fait. Elle va forcément C'est revenir plus fort. C'est évident. Alors, et voilà, ces critiques s'attardent sur le fait que, évidemment, elle rate beaucoup de paniers qui semblent simples pour une joueuse qui a cette énergie et cette fluidité physique et tout. Mais voilà, c'est une joueuse qui sort de l'université, elle va progresser. Euh, Tout le monde dit oui, elle prend beaucoup de. Enfin, tout le monde, j'exagère, mais ses détracteurs disent oui, elle prend beaucoup de rebonds offensifs parce que, bah oui, elle rate des trucs évidents et du coup, derrière, elle récupère les ballons. Donc, elle a battu des records au niveau des records des rebonds offensifs aussi, mais c'est juste oui, elle est un peu frustre parfois au niveau des mains, mais elle va progresser, évidemment, elle va travailler et elle va devenir une joueuse beaucoup plus complète que ça. Et se dire que là, elle est déjà en 13 points, 13 rebonds de moyenne sur sa saison rookie, avec cette marge de progression, moi je trouve ça effrayant. Et c'est une joueuse qui n'a pas besoin forcément de comparer avec Caitlin Clark. C'est pas du tout les mêmes joueuses, c'est pas les mêmes postes de jeu, c'est pas les mêmes personnalités, tout ce que tu veux. Mais moi je suis très content d'avoir l'avènement d'une joueuse comme ça médiatiquement et sportivement. C'est pour ça que j'insiste sur le côté sportif parce que oui, elle parle beaucoup, elle aime le trash talk, la provocation et tout ça, mais
C'est une joueuse qui est incontournable et qui va devenir incontournable et qui va encore progresser. Voilà. Ouais, c'est clair. On suivra avec attention sa deuxième saison en WNBA. Et d'ici là, il y a la fin de saison et les playoffs qui arrivent Ouais. là, justement. Le 22, on l'a dit avec Théo l'autre jour, le 22 septembre, ça commencera parce qu'on nous l'avait posé en question au niveau du démarrage des playoffs. Et de toute façon, on vous relayera ça et puis vous aurez les nouvelles à ce sujet. Là, juste pour finir, peut-être sur Caitlin Clark dont on parlait là, le Fever a gagné son match la nuit dernière et Indiana est très 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 bien parti pour finir 6e et affronter donc le 3e en saison régulière. Voilà. Yes. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera de toute façon demain pour un nouveau CQFR. Cet après-midi, il y aura un podcast sur la chaîne Basket Session. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous. Bonne journée, ciao. Ça faisait vraiment très phrase. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Take care, comme les Américains. Take care. Allez, peace. Peace. Bonne journée. Ciao. Bonne journée.